Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juin 2022. Nous arrivons donc à la fin d'un premier semestre 2022 assez erratique, dirons-nous, relativement baissier quand même sur la plupart des indices, sur les crypto-monnaies. Nous savions qu'après des années exceptionnelles, 2020 et 2021, où la croissance était soutenue artificiellement par des plans de relance, des chèques envoyés aux populations, des injections dans tous les sens. On se doutait bien que 2022 pourrait être une année de retour à la normale, du fameux soft landing, d'un ralentissement progressif. Mais à cela sont venus s'ajouter de nouveaux catalyseurs. La Chine est restée fermée plus longtemps que prévu, engendrant des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement, engendrant de l'inflation. La guerre en Ukraine a exacerbé les prix des matières premières, engendrant de l'inflation. Et tout cela a mis la pression sur des banques centrales qui avaient déjà prévu d'augmenter leur taux d'intérêt et de réduire leur bilan, mais qui se sont retrouvées pressées par la situation de le faire, et ce qui a mis une pression assez forte sur les marchés pour ce premier semestre. Avant d'entamer le second semestre, qui va aussi être, je pense, assez erratique, nous avons dans les 15 jours qui viennent en fait une sorte de crash test, c'est-à-dire qu'on va avoir les résultats du deuxième trimestre, donc du premier semestre, des résultats d'entreprise où pour l'instant on attend des choses relativement bonnes, mais où on pourrait aussi connaître de mauvaises surprises, peut-être sur certains dossiers, certains secteurs, des révisions à la baisse. Et c'est ces révisions à la baisse de la croissance et des bénéfices des entreprises qui pourraient peser à leur tour au second semestre 2022. Voilà pour cette introduction, rentrons dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins, Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Dojac, et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Alors, comme la semaine dernière, focus marché relativement court puisqu'il n'y a pas vraiment de nouveautés. Le top flop macro relativement bien étoffé pour une nouvelle fois comprendre en graphique les flux, les cycles, les statistiques historiques. Et ensuite, on passe sur la plateforme ProRealTime pour regarder les principaux actifs, indices, Bitcoin, pétrole et une sélection d'une dizaine d'actions comme à chaque émission. Alors, le focus marché, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ça n'évolue pas énormément en Chine, où il y a toujours cette politique zéro Covid qui ralentit la reprise de la croissance. On est même en ralentissement très net dans certaines régions, en récession. Concernant l'Ukraine et la Russie, pas d'amélioration, voire même des tensions qui s'exacerbent. L'Europe commence à comprendre qu'elle va manquer de gaz et de pétrole d'ici la fin de l'année et que la situation pourrait se compliquer. L'inflation est toujours très élevée, les banques centrales très agressives, et on attend, comme je vous le disais en introduction, en fait les publications des résultats qui vont nous donner un petit peu un état, un instant T de la microéconomie et de l'impact des ruptures de chaîne d'approvisionnement et de l'inflation sur les résultats des entreprises. Donc ce sera le principal catalyseur des prochaines semaines du début de l'été. Top flop. Alors, on va regarder tous les graphiques ensemble. À gauche, le Shiller PE ratio. Donc, ça, c'est un ratio qui nous permet en quelque sorte, selon son créateur, Shiller, de définir si le marché est cher ou pas cher. Et on voit bien que le PE a baissé nettement, mais que nous restons dans des zones de prix relativement chères et qu'il faudrait encore qu'on baisse très nettement pour parler de prix attractifs en termes de valorisation. À droite, vous avez aussi un phénomène que j'expliquais en introduction, c'est que on a eu un trou d'air avec le Covid, on a eu une reprise historique 2020 et surtout en 2021. On est passé d'une récession éclair à une croissance au plus haut depuis 30 ans. Et maintenant, c'est l'atterrissage.
On a en quelque sorte chargé la locomotive économique de charbon, mais on avait mis de la nitroglycérine, on l'a fait tourner un peu trop vite et maintenant on ralentit et c'est difficile de ralentir une locomotive sous nitroglycérine sans faire exploser le moteur, arrêter complètement la machine, etc. Et c'est un peu le challenge de cette fin d'année 2022, début 2023, c'est qu'on s'attend à passer d'une croissance forte à des récessions un peu partout sur la planète. Toujours sur cette thématique des anticipations de résultats, pour l'instant, les économistes, les gérants ont des lunettes roses, sacrément roses. Ici, vous voyez un graphique de l'anticipation des bénéfices des entreprises américaines par action. Et vous pouvez voir qu'on est dans un méga trend haussier et que cela explique que les marchés soient haussiers depuis 20 ans. Mais vous pouvez voir qu'on attend une sacrée croissance des bénéfices des entreprises en 2022, 2023, 2024, alors que ces derniers mois, économistes et banques centrales n'ont fait que réviser à la baisse leurs anticipations de croissance et à la hausse leurs anticipations d'inflation. Tout le monde s'est planté sur la croissance et l'inflation et on ne se planterait pas sur les anticipations de résultats qui sont toujours sur des plus hauts historiques. C'est là où je pense qu'on va avoir un retour à la réalité et que ça peut faire pression sur les marchés. D'ailleurs, à droite, vous voyez aussi qu'on a des révisions de bénéfices qui suivent d'ailleurs les indices manufacturiers comme le PMI aux États-Unis. Or, les PMI sont en train de se contracter un peu partout sur la planète. Est-on en 1974 ou en 1982? Encore des analogies, j'en mets dans chacune de mes émissions. Le but, c'est de comparer des marchés par rapport à d'autres, de regarder des périodes d'inflation, de regarder des périodes électorales. Est-ce qu'on est proche d'un creux à la 1982 avant redémarrage pour une belle fin d'année ou est-ce qu'on est dans de la pénibilité comme en 1974? Pour l'instant, en l'état, avec les éléments en notre possession, j'ai du mal à voir un 1982. À droite, des statistiques historiques pour montrer un peu la profondeur des marchés baissiers qu'on connaît sur les 120 dernières années. On a beaucoup de marchés qui sont des corrections de 20-30%, quelques épisodes à moins 35%, des grosses récessions, et puis des épisodes aussi qui ont été à plus de 50% de baisse, comme notamment la crise de 2008. Donc ce sont des chiffres à avoir en tête. L'autre idée aussi de ces dates, c'est de montrer que les marchés baissiers, il y en a pas mal, mais qui sont aussi relativement courts en termes de timing. Ici à gauche, on peut se rendre compte du carnage sur le S&P 500. Au premier semestre, on a été sur les pires sortie de capitaux, baisse de marché et sur le marché action depuis 1932. Et comme je vous l'ai montré la semaine dernière, on est aussi sur une des pires années des 20-30 dernières années si on regarde les pertes et d'un côté du marché obligataire et de l'autre côté du marché action. Ce que le marché a trop donné, il le reprend. On a trop donné à tout le monde en 2020-2021 avec une illusion de création de richesse très rapide et forte et soutenable. Ce n'était bien évidemment pas du tout le cas. À droite, vous voyez qu'on anticipe moins de croissance aux États-Unis, voire même certains un PIB négatif. Enfin une baisse du PIB donc au deuxième trimestre 2022. C'est notamment l'avis de Christophe Barrot, notre super économiste français, qui est d'ailleurs interrogé régulièrement par Zone Bourse et dont la vidéo vient de sortir aujourd'hui. D'autres banques anticipent récession sur le quatrième trimestre, en Europe d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est les trimestres à venir qui vont être challenging. Je sais, on vient déjà d'en faire 2 qui étaient très challenging et on va vers 2 autres qui sont très potentiellement challenging aussi. À gauche, vous avez le PE ratio, donc Price Earning Ratio, de l'Eurostoxx 600. Et en termes de est-ce que le marché est cher ou pas cher, on est revenu en tous les cas sur des niveaux de valorisation du Covid en Europe. Donc c'est pas cher sur le papier, mais dans un environnement de marché très incertain, avec en plus concernant l'Europe,
puisqu'on parle de l'Eurostoxx ici, une épée de Damoclès qui est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le graphique de droite, c'est la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq qui atteint un plus haut historique. Donc la corrélation continue. D'ailleurs, concernant cette corrélation, c'est un phénomène que l'on peut voir notamment quand on est dans des marchés fragiles et baissiers, c'est-à-dire qu'il y a corrélation de tous les actifs risqués. Tous les indices vont de pair, même s'ils ont des différences entre eux technologiques ou pas, et le Bitcoin, les indices, tous les actifs évoluent ensemble et sont très corrélés. C'est typique d'un marché peu liquide, incertain et relativement baissier. À gauche, une question a été posée aux Américains. Pensez-vous que ce soit le bon ou le mauvais moment pour acheter de l'immobilier? Quand on voit que tout le monde est négatif dessus, on se doute que les achats dans l'immobilier devraient ralentir très nettement aux États-Unis. On a des consommateurs américains qui sont obligés de s'endetter pour continuer de consommer. On a des taux qui remontent. On a des gens qui ont des gros problèmes pour payer les prêts de leur maison aux États-Unis. Et en plus de ça, on a un moral des consommateurs américains qui est au plus bas, qui est plus bas que pendant le Covid. Et de fait, la consommation devrait s'en faire ressentir, les résultats d'entreprise donc devraient s'en faire ressentir, et l'immobilier aura du mal à tenir dans un tel cadre. À droite, un peu d'espoir pour du très long terme. Il faut savoir que les cycles économiques, boursiers, de taux d'intérêt sont cycliques. Il faut savoir que quand la machine économique s'emballe et que l'inflation s'emballe, on a tendance donc à monter les taux d'intérêt. On est en train, en quelque sorte, aux États-Unis, en montant les taux d'intérêt très forts, d'engendrer une récession forcée qui, en théorie, est censée faire déchauffer la machine et faire rebaisser l'inflation. Et ensuite, la Banque centrale peut de nouveau rebaisser ses taux. Je vous montre ce graphique-là parce que beaucoup de gens pensent et entendent parler du fait que l'inflation va pas retomber, pensent et entendent parler du fait que les taux vont monter très fortement très longtemps. Ce n'est pas possible. Dans le monde actuel, avec les dettes qu'ont les pays développés, les taux ne peuvent pas rester élevés longtemps, car le coût de la dette devient insupportable. Et on est dans un monde qui a besoin de taux bas et de soutien. Donc on y reviendra, mais pas tout de suite. D'abord, il y a une sorte de traversée du désert qui est devant nous. À gauche, un graphique que je vous avais déjà montré sur le pétrole, où en fait, dès que le pétrole monte autour des 120-130 $, c'est les risques récessifs et le ralentissement économique à venir qui pèsent et qui font retomber les prix. Mais dès que les prix reviennent sur des niveaux de soutien horizontaux ou obliques, ici obliques, eh bien les prix sont soutenus parce que l'Ukraine est toujours envahie et qu'il y a des tensions sur les matières premières. Donc voilà, on oscille toujours entre ces zones, on n'a pas de catalyseur pour soit pour exploser à la hausse, soit pour exploser à la baisse. Donc c'est très particulier comme marché. À droite, vous pouvez voir que les flux sur le secteur des énergies plus materials, donc tout ce qui est matières premières, c'est pour ça qu'on a vu les valeurs du pétrole un petit peu pliées, c'est pour ça aussi qu'on a vu des valeurs comme Eramet corrigées. En fait, l'énergie et les materials en début d'année étaient les seuls secteurs qui montaient. On a des marchés qui sont toujours sous pression, on avait des poches de gains latents sur ces secteurs-là, et les investisseurs ont décidé de prendre des bénéfices dessus et de couper des gains pour pouvoir pallier aux pertes sur les autres secteurs. Bonne nouvelle, ici à gauche, vous voyez que le maïs a perdu 20%, le blé 26%, le soja 20%, le bois de construction est revenu sur ses plus bas de 2 ans, le pétrole a perdu 15% depuis ses plus hauts, donc les chiffres d'inflation vont rebaisser. Tout est cousu de fil blanc, c'est juste le timing parfois qui est compliqué, mais voilà, les matières premières ont explosé à cause de la guerre en Ukraine, les tensions se calment, la machine économique est attendue en ralentissement, qui dit ralentissement, récession, dit rechute des matières premières, dit rebaisse de l'inflation, dit re-soutien des banques centrales. Mais tout ça, ça met plusieurs trimestres à se réaliser. Et le graphique de droite,
c'est une vision du marché action sur les 150 dernières années. Il est vrai qu'il y a des marchés séculaires haussiers et baissiers qui peuvent durer très longtemps. Pour le moment et jusqu'à nouvel ordre, on reste pour l'instant dans un marché haussier de très long terme. Voilà pour cette première partie d'émission en 15 minutes. J'espère que la profondeur de l'information, la technicité ne sont pas trop complexes, ou du moins que j'arrive à vous l'expliquer et que vous tirez profit, ou que en tous les cas cela vous intéresse de comprendre ces éléments pour comprendre un petit peu la planète finance dans son ensemble, les cycles à court terme, moyen terme, long terme, et l'entrechoquement entre micro, macro, flux, banque centrale qui dirige les marchés. On va passer sur la plateforme de ProRealTime. Hop. Je vous montre le programme action. Je vous le remontrerai avant de les commencer. Donc voilà, on est là ici sur le Nasdaq. On est toujours dans un marché baissier à moyen terme. On voit bien qu'un rebond technique s'est mis en place ces 8-10 derniers jours. Mais ça reste un rebond technique, on en a parlé à plusieurs reprises. Ce sont les fameux bear market rallies, donc des rallyes de marché baissier. Ce sont des hausses qui peuvent être violentes, qui peuvent faire 10, 15, 20%, mais cela reste des rebonds techniques avant rechute. Donc, si on fait du moyen long terme et qu'on n'est pas positif pour la suite, lorsqu'il y a ces rebonds techniques, on en profite pour alléger les positions, créer des poches de cash pour être tranquille pour les vacances. Lorsqu'on est trader court-termiste, on peut surveiller des excès de baisse, comme je le fais assez régulièrement sur les réseaux, pour expliquer qu'on va reprendre un petit peu de hauteur. Mais malgré tout, on garde bien en tête qu'on est dans un marché baissier, scabreux et erratique. Sur le CAC 40, on a de la chance, c'est un peu moins bearish que sur les valeurs tech qui sont les premières impactées par les hausses de taux. Donc le CAC 40, le voici, toujours ce range de moyen long terme, toujours cette chape de plomb fondamentale avec l'inflation, les politiques de taux, la guerre, etc. Et les forces de rappel, puisque plus on baisse, plus on va vers des valorisations plus basses, plus on se fait peur sur les marchés, et donc on a des banques centrales qui peuvent mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Et voilà, et on continue d'osciller en fait entre chape de plomb et force de rappel et de soutien. On est dans un rebond technique comme aux États-Unis, on est arrivé ici sous une zone de gap et MM 20 jours. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va réussir à pousser un petit peu plus ? Je ne suis pas devin, je ne le sais pas, mais je constate bien qu'on est dans un rebond technique. Il était anticipable, analysable, constatable que les plus bas tenaient. C'est ce que j'essayais d'expliquer la semaine dernière. On était dans une construction haussière. Même si on est allé chercher des nouveaux plus bas mercredi et jeudi dernier, c'était pour mieux rebondir, tendre l'élastique en quelque sorte. Maintenant, les rebonds n'ont rien dans le plastron, quoi. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, en tous les cas à court terme. Donc les rebonds sont relativement faibles, et c'est pour ça que vous voyez des flèches qui éventualisent des rebonds, mais dont on sait bien que le risque baissier reste intact pour la suite. Il y a plein de façons de voir. L'investisseur en DCA à long terme s'en fiche et achète tous les mois. Il y a certains investisseurs moyen terme qui, depuis la guerre, depuis qu'on a cassé MM200, qu'on n'a pas réussi à la repasser, sont sortis en partie du marché et attendront 3 mois, 6 mois avant de revenir. Il y a certains d'entre vous qui font du court terme, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Voilà, moi la simple chose, la semaine dernière, on était sur le bas du range. Je n'avais pas de catalyseur qui me faisait penser qu'on allait le casser tout de suite. Je voyais bien des réactions, ne serait-ce que techniques, épidermiques sur cette zone de prix. Je voyais aussi les small caps, les biotech frétiller, quelques opportunités pointer le bout de leur nez. Mais ça reste un petit peu de stock picking pour des gens qui connaissent le marché, qui ont des règles de money management assez strictes. Le débutant qui va attendre que le rebond se fasse pour commencer à payer et qui va se prendre les portes de saloon devrait plutôt continuer de se former et apprendre la patience plutôt que de se confronter à ce marché relativement costaud. Concernant l'euro-dollar, on est toujours baissier et sous pression.
Il y a une zone de prix à 1,0350 qui doit tenir sous peine que l'euro aille chercher assez rapidement la parité. À moyen terme, difficile de voir l'euro monter étant donné le différentiel de politique entre la Fed et la BCE, avec une Fed qui était très agressive, qui monte ses taux fortement et donc un dollar soutenu, alors que l'euro, lui, l'est beaucoup moins. Ensuite, le pétrole, bonne nouvelle, il avait consolidé, mais la consolidation est de courte durée et les acheteurs sont toujours là. On peut relier tous les points bas, ça a tenu. Au mieux, on a un range. Au pire, ça sort par le haut. Et alors là, que Dieu ait pitié de nous, le Dieu des marchés. Non, parce que concrètement, si malgré le risque récessif, on a un pétrole qui arrive à se tenir dans ce triangle et que parce que les tensions avec la Russie s'exacerbent, on sort par le haut, là, c'est un poids sur les économies, sur les particuliers. C'est des épisodes de gilets jaunes, c'est une inflation qui repart à 10%, et là on serait mal. On serait très mal. Donc on garde ça en tête. Et puis Bitcoin. Bitcoin est toujours baissier, il a rien dans le baba, il n'arrive pas à se reprendre, il aurait déjà dû rebondir à 22-24 000 quand le Nasdaq a fait son rebond technique depuis 10 jours. Il est très mou. Donc tout comme le CAC et le Nasdaq, ne pas s'étonner qu'à tout moment ils repartent à la baisse. Voilà. Si on casse des résistances évidemment comme les 21 800, 22 000 qu'on a travaillé cette semaine, tout comme si le CAC ou le Nasdaq cassent les plus hauts de ce début de semaine, il peut y avoir une poursuite du rebond technique, mais sinon ça reste sacrément sous pression pour le moment. Et puis, on va regarder un marché où la pression est moindre, mais toujours là, les métaux, l'argent, qui a l'air de pointer vers les 20 $. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille travailler la zone de 18-20 $. Et l'or, où ça ne m'étonnerait pas qu'on aille se chercher les 1800, voire en dessous. Mais malgré des marchés sous pression, malgré une Fed très agressive et un dollar très fort, l'or, depuis le début de l'année, est à zéro, tout juste positif. Et voilà. Donc on a un Bitcoin à moins 60, on a des marchés à moins 30 sur le Nasdaq, moins 15 sur le CAC. On est content quand on détient de l'or et qu'on ne perd pas. Je vais maintenant passer sur les actions. Je vous parle de ces actions. Je change un peu, je varie les plaisirs. Avant, je mettais des catégories trend following ou autres. Là, vous l'aurez peut-être remarqué, les 5 valeurs à droite sont des valeurs dites Covid, donc qui profiteraient d'un nouvel épisode de Covid. Les autres, c'est du vrac entre des valeurs qu'on m'a demandé, des valeurs que je trouvais intéressantes sur des pivots clés ou qui peuvent nous apprendre des choses, ou des valeurs qui ont été très volatiles récemment. On commence avec Valneva. Valneva, je voulais juste montrer, spécifier, signifier que, alors je sais, ce n'est pas qu'une valeur Covid, mais elle a énormément profité en 2020 et à l'été 2021 de cette composante Covid, de spéculation. On a pu voir à quel point elle pouvait être erratique, puisque là elle passe de 24 à 11 avant de repasser à 29. J'avais déjà arrêté, moi, de suivre cette valeur, en fait, de par ce côté erratique violent où on peut faire moins 30 ou plus 30 une journée. Depuis 6 mois, c'est encore plus complexe. Elle est plus haussière au-dessus des MM200, elle est passée sous MM200, tous les rebonds ont été vendus. Dès qu'il y a des grosses news, on fait des gaps haussiers, ils sont vendus. L'action se fait éclater, elle se fait refuser des mises sur le marché, des validations. La valeur se fait dézinguer, tombe à 8 €. Donc l'investisseur long terme qui aime le dossier, qui n'avait pas pris de gain ou qui n'avait pas mis de stop, il s'est fait dérouiller. Et qui est-ce qui est rentré à 9 €? C'est Pfizer. Voilà. Pfizer rentre et une semaine plus tard, il y a des news qui sortent. En fait, ils ont des mises sur le marché, des validations, etc. Ça monte de 30%. Et malheureusement, encore une fois, la news est vendue. On voit que gap haussier s'est vendu ici, là pareil.
Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Je voulais vous dire que déjà les biotech, je trouve ça dangereux. Mais là, on est vraiment sur un joujou en plus manipulé, et manipulé aussi par des gros fonds ou des grosses boîtes. Moi, quand je vois une action qui passe de 30 à 9, Pfizer qui rentre à 9, la news qui sort la semaine suivante, je suis un peu dégoûté pour les investisseurs individuels, le côté quali, le côté transparence. On sent bien, on sent bien qu'on se fait avoir. Ensuite, Total Energy, il y a un trend, il est là, et pour l'instant, il est intact. On peut voir que la valeur est relativement réactive quand elle s'approche de MM200. Ça a été le cas à déjà 4 reprises ces derniers mois. Ça a été une 5e fois le cas en la fin de semaine dernière. Le pétrole tient, elle tient son pivot ici, elle tient au-dessus des MM200. Tant que c'est le cas, tout va bien. Vinci, c'est un range. Voilà. Elle avait essayé de sortir par le haut de ce range début 2022 et de retrouver son niveau d'avant Covid, mais elle n'y arrive pas. On est dans de la digestion de long terme, dans du range long terme, et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Si ce n'est que si les indices faiblissent, elle pourrait faiblir de nouveau et aller chercher les 80 euros. Umicore. Alors là, on passe du bas du range au haut du range. Sur Umicore, il y a une tendance haussière très très long terme qui passe pas loin. Il y a eu, me semble-t-il, des rumeurs d'opérations capitalistiques il n'y a pas longtemps. Et puis ça a l'air d'être retombé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu tester les 31,50-32 qu'ils ont tenus. Donc pour ceux qui connaissent bien le dossier, qui souhaitent une entrée, on a une zone de prix qui est défendue pour le moment. Ensuite, Schlumberger, pétrole, MM200, comme Total. Hop, 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 hop. Tant que ça tient, ça va. Si on passe dessous, peut-être que on sortira de certaines valeurs du secteur pétrolier. NIO, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Là, on voit bien la résistance. Pile poil. Il y a eu un gros rebond sur tout ce qui était valeurs, d'ailleurs qui ont cartonné en 2020, valeurs de croissance, valeurs dans les énergies renouvelables, les batteries de voitures, les voitures autonomes, enfin tous ces secteurs-là qui avaient cartonné en 2020 quand c'était l'euphorie, se sont fait cartonner en 2021-2022 et on a effectivement un beau rebond ces dernières semaines, mais ce rebond se fait en trompe-l'œil. Du moins, ce que je veux dire, c'est qu'il est beau à court terme, mais à moyen terme, on vient de toucher une grosse résistance à 24 $. Juste au-dessus, à 26, on en a une autre avec MM200. Donc le court-termiste, quand on passe de 12 à 24, 100% de hausse en un mois, il prend des gains et c'est bien normal. Pour que l'investisseur veuille renforcer ses positions ou les tenir à long terme, il faudrait qu'on casse la zone des 24-26 $. On reste aux États-Unis avec EVS Broadcast. Ah non. Ah, non, je confonds avec une valeur américaine. Tac, tac, tac. Mais si on parle bien de EVS Broadcast Equipment, et il me semble que c'est ça, puisqu'on en avait déjà parlé par le passé, c'est la belge. Réactive aussi ici sur MM200 qui suit un trend haussier. Donc reste haussière et positive, bien orientée tant qu'elle est au-dessus des 20 euros. Et fait face là à un pivot. On peut le voir, on l'a touché aujourd'hui, ça passe pas. Si ça passe les 23, c'est beau. On peut faire une nouvelle jambe haussière. Sinon, on voit bien pourquoi ça bloque. Parce que quand on élargit un peu le graphique, on se rend compte que les 23-24 en 2018-2019 ont été un sacré niveau. Donc on a une dynamique haussière en place depuis 2 ans qui arrive en confrontation d'une zone historique. C'est là que ça se passe en tous les cas. 20 euros en support, 23 en résistance. CGG MM200. En fait, c'était juste pour vous montrer que toutes les valeurs pétrole étaient sur des MM200 et que c'était leur pivot. Abvi, Onise. Là, on peut voir
pour le moment toujours en mode rouleau compresseur, avec une MM200 ultra réactive. Un peu comme sur la valeur qu'on vient de regarder, c'était aux US, on vient de faire un rebond technique et de trouver une zone pivot. Elle est à 156-157. Donc il faudra la passer pour aller plus haut. Mais en tous les cas, c'est joli. Comme belle valeur aussi à long terme. Française Énergie, on est sur du trend following. Et la zone de soutien a tenu ici à 45 €. Donc on sait sous quelle zone remonter les stocks de protection. Ensuite, on passe dans les valeurs Covid. La plus solide sur ces dernières années, qui, malgré la soi-disant fin du Covid, a tenu, c'est Eurobio. Toutes les autres, Biosinex, presque, vous voyez, presque, mais un peu moins haussière, a passé un peu plus de temps sous MM200 et n'a pas été faire un nouveau plus haut aussi puissant que l'a fait Eurobio. Donc pour moi, on va dire que Eurobio, c'est la valeur la plus solide et potentiellement recherchée si épisode de Covid en France. Elle vivote autour des MM200. Là, il y avait une oblique baissière, beaucoup de gens en ont parlé sur Twitter, c'est passé en force, mais il y a la résistance horizontale. Je pense qu'on va travailler la zone et continuer de vivoter. Je pense qu'en fait, il faut la voir comme vivotant au-dessus des MM200 entre 19 et 21,50 pour un certain temps. Si on veut se couvrir des marchés par rapport au Covid, pour moi, c'est la valeur la plus qualitative à avoir en portefeuille si on veut des valeurs Covid. Voilà. Et on peut avoir une première position qui est une position de couverture où on n'attend pas qu'il y ait le Covid pour que ça monte. Et ensuite, il faudra attendre des signaux techniques forts, type cassure des 21,50. Voilà. Pour ou non un épisode Covid, mais en tous les cas qui montrerait qu'il y a vraiment un intérêt fort et qu'on est en train de sortir de ce vivotement pour quelque chose de plus tendance. Et voilà, Eurobio, c'est la plus solide. Biosinex, un peu moins solide, mais reste quand même aussi bien recherchée sur cette grosse zone de prix ici. Je pense qu'elle aussi, elle peut vivoter autour des mêmes 200. Elle aussi peut se prendre en accumulation rationnelle proche du support et ensuite en renforcement si on vient à casser des résistances, notamment ici les 21,60. Ensuite, Novacite, qui est beaucoup plus spéculative. Il y a une bonne news qui est sortie aujourd'hui, elle a gagné 17%. Pourquoi il y a marqué maison et cabane sur ce graphique? Parce qu'en fait, Novacite, c'était un peu le reflet de l'hyperspéculation des particuliers. Valeur ultra volatile en 2020, qui a fait une des plus grosses performances que j'ai vues de toute ma carrière sur une action française. Et je me souviens avoir vu, quand on était ici à 13 €, quelqu'un dire sur un forum que si elle montait à 20 €, il pourrait s'acheter une maison avec la position qu'il avait achetée tout en bas. Et malheureusement, 2 ans plus tard, je ne sais pas s'il a vendu, mais aujourd'hui, on ne peut plus acheter qu'une cabane de jardin. Et encore, vu le prix des matières premières, c'est pas évident. Tout ça pour dire que quand on est sur des small caps ultra spéculatives, il faut toujours mettre des stops, que ce soit du Novacite, du Navia ou du Virgin Galactic, parce qu'elles peuvent faire des envolées et des périodes superbes, mais elles peuvent aussi se faire dégommer. Bon, c'est baissier, c'est sous MM200, c'est beaucoup moins solide que Eurobio et Biosinex, mais ça peut aussi être plus volatile. Voilà, à vous de voir. Sinon, entre les deux, entre les plus solides et les plus spéculatives, il y a aussi Euromedis, qui est en train de tenter un double creux sur les 5 €, soit la zone de laquelle elle a démarré en janvier 2020 quand il y a eu le Covid. Donc elle est revenue à son point de démarrage Covid, et je suppose que si un nouvel épisode Covid il devait y avoir, elle pourrait de nouveau tenter des accélérations. Ça reste un tout petit dossier, donc ça reste du spéculatif, ça reste sous MM200, donc ça reste du spéculatif. Dois-je à chaque fois qu'une valeur est baissière sous MM200 et peu liquide rappeler que c'est du spéculatif et pas fait pour tout le monde?
À vous de me le dire. Je trouve que ça tombe sous le sens et je pense que je le répète assez souvent, mais apparemment, sur certaines valeurs où certains restent scotchés à moins 20, moins 30, moins 40, alors qu'on leur a répété 200 fois de mettre des stops et de savoir se couper une main qu'un bras, certains continuent de ne pas mettre de stop de protection. Et on finit avec Chargeur, qui a été aussi catalogué valeur Covid, qui a eu aussi sa période de gloire, mais qui en 2022 se fait aussi vendre à tour de bras. Là aussi, on voit un peu comme sur Euromedis la tentative de formation d'un double creux. Mais voilà. Il y a une oblique baissière ici. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre qu'elle sorte par le haut de cette zone de prix? Il y a des valeurs, si vous voulez, comme Eurobio ou Biosinex qui me semblent solides et où je me dis qu'elle, même s'il n'y a pas de Covid, elle pourrait tenir, alors que sur d'autres, s'il n'y a pas d'épisode de Covid, ça pourrait continuer de chuter. Donc voilà. Eurobio et Biosinex sont les deux valeurs qui ont une solidité, une surperformance par rapport aux autres du secteur qui sont plus illiquides, plus petites, plus spéculatives. Voilà, j'espère que ces idées, constats, graphiques, concepts vous auront plu. Vous avez vu que j'ai essayé d'écourter l'émission pour que ce soit un peu plus dynamique, que ça aille droit à l'essentiel et qu'on voit peut-être moins d'actions, mais des cas à chaque fois où il y a un intérêt à en parler. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur Twitter, sur YouTube ou autre. N'hésitez pas à faire des propositions d'actions pour les émissions de l'été. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un bon trading ou investissement, même si en ce moment c'est pas facile, et en tous les cas surtout un très bon été. À très vite, au revoir à tous.